En parlant des drones iraniens, parlons également du nucléaire iranien. L'Iran est-il prêt à relancer les négociations sur le nucléaire? Vladimir Poutine a reçu l'émissaire de Khamenei pendant que les Européens s'activent pour rouvrir le dialogue. Une semaine décisive s'annonce entre pression et manœuvres diplomatiques. Héloïse Fayet, bonsoir, vous êtes en direct avec nous. Bonsoir Margot Haddad. On se demande quelles peuvent être ces négociations quand on sait que l'AIEA n'a pas eu accès à ces centrales, ne peut pas voir les dégâts. Comment on commence des négociations quand on ne sait pas exactement ce qui se passe sur le terrain? Eh bien, vous avez tout de suite compris le problème, c'est-à-dire que ces négociations ont certes un sens pour maintenir un dialogue diplomatique et des discussions directes entre Européens et Iraniens, mais elles ne règlent pas deux problèmes cruciaux qui sont effectivement l'accès des inspecteurs de l'AIEA aux sites nucléaires iraniens et donc une connaissance égale entre les Iraniens et puis les négociateurs. Et puis, ça ne règle pas non plus, en fait, le problème entre les États-Unis et l'Iran, car il faut bien se rappeler qu'il y avait des discussions directes entre Européens et Iraniens la veille des frappes par les États-Unis sur des sites nucléaires iraniens. Et donc, on comprend bien en fait que la seule façon de régler le problème, c'est bien d'avoir des discussions directes entre les Iraniens et Américains. Alors, il faut espérer que les Européens puissent peut-être mener la voie, ouvrir un dialogue, mais les attentes ne sont pas très élevées. Surtout que Donald Trump dit ceci ce soir, les 3 sites nucléaires iraniens ont été entièrement détruits, donc ils persistent et signent, et ou anéantis. Il faudrait des années pour les remettre en service, et si l'Iran le souhaitait, il serait bien plus avisé de tout recommencer à zéro sur 3 sites différents avant que ces sites ne soient anéantis s'il décidait de le faire, Sylvie Bermann. Oui, bon, enfin ça, c'est, on ne sait pas, on n'a aucune information complètement crédible aujourd'hui, ni des services israéliens en particulier. Le rôle des Européens, c'est parce qu'il y a des sanctions européennes qui ont été levées au moment de l'accord sur le nucléaire, et il y a un processus qu'on appelle de snapback, et qui ferait que si effectivement... C'est un embargo total? Non, c'est-à-dire que les sanctions qui ont été levées seraient remises par les Européens. Les Américains, eux, de toute façon, ont mis l'Iran sous sanctions, donc c'est un processus qui ne concerne que les Européens, et c'est l'atout qu'ils peuvent avoir dans la négociation, et c'est l'intérêt des Iraniens de négocier avec les Européens pour éviter cela. Héloïse Fayet, qui pourrait être l'interlocuteur quand on voit ces mots de Donald Trump? Est-ce que les Européens peuvent trouver une place? On sait que le format E3, Allemagne, France, Grande-Bretagne s'y est mis de manière assez conséquente. Est-ce que ça peut être le retour des Européens sur ce dossier-là après avoir été dupés d'une certaine manière par Donald Trump? Alors le message de Donald Trump est effectivement très surprenant car on ne s'attend pas à ce qu'il donne des conseils à l'Iran pour qu'ils reprennent leur programme nucléaire, et c'est pourtant ce qu'il semble faire. Mais effectivement, comme cela a été dit, le principal objectif des Iraniens aujourd'hui, c'est d'éviter le snapback, alors qu'ils ne sont pas des sanctions mises en place par les Européens, mais bien des sanctions au niveau onusien qui avaient été en fait levées par l'accord de Vienne, donc le JCPOA signé en 2015, accord qui, même si les États-Unis et l'Iran en sont sortis, arrive à expiration en octobre 2025. Et donc, en fait, après octobre 2025, ce mécanisme automatique de réimposition des sanctions au niveau de l'ONU ne pourra plus être activé par les pays européens, mais aussi, pourquoi pas, mais évidemment ils ne le feront pas, par la Chine ou par la Russie, qui sont toujours signataires du JCPOA. Et il y a quelques jours, le ministre français des Affaires étrangères avait justement sous-entendu que les Européens pouvaient implémenter ce snapback avant la fin août, si jamais des négociations et un progrès sur le nucléaire iranien n'avaient pas lieu, c'est-à-dire probablement le retour des inspecteurs de l'AIEA en Iran, ou en tout cas la réouverture de certaines inspections. Donc effectivement, là, un enjeu clair et l'un des derniers leviers de négociation qu'ont les Européens, c'est ce snapback. Mais est-ce que les nouvelles sanctions économiques sont suffisantes pour dissuader les Iraniens de continuer ou de reprendre un programme nucléaire? Eh bien, on ne le sait pas. Et donc, c'est bien tout l'enjeu en fait des négociations et des discussions qui vont peut-être avoir lieu cette semaine. Sergueï Tchernov, on a appris que Emmanuel Macron avait parlé à Vladimir Poutine sur ce dossier-là, que la Russie reçoit l'émissaire spécial de Khamenei pour parler de ce dossier-là.
la Russie joue quel rôle, quel jeu joue-t-elle? C'est ça le truc. Vous savez, déjà, c'est Emmanuel Macron, en quelque sorte, qui a fait revenir Poutine dans les discussions. Parce que je vous rappelle que quand Poutine s'est proposé en tant que négociateur, Trump l'a envoyé paître, en fait. Il a dit « Je n'ai pas besoin de toi. Toi, c'est mon problème. Je n'ai pas besoin que tu m'aides dans le dossier iranien. Tu dois déjà résoudre ton propre problème avec l'Ukraine. » Et après, les États-Unis, avec Israël, ont bombardé l'Iran. Après, vous avez dit, on ne sait pas exactement. Ça, c'est le domaine de l'espionnage. Vous savez, on pose la question, à quoi servent encore les agents sur le terrain? Ça sert à ça. Parce qu'en réalité, techniquement, avec les moyens techniques, vous ne pouvez pas être sûr de ce qui s'est passé. Et tant que vous n'aurez pas quelqu'un sur le terrain, vous ne pourrez jamais dire ce qui en revient. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un tout petit peu, vous savez, les égos d'État, y compris de la France, des pays européens, qui se disent Trump, il veut tout tirer, en fait, il veut régler tout seul avec Israël le problème d'Iran, et nous, on est là, on ne veut pas ne pas exister. Et donc, du coup, avec son coup de téléphone, pour lequel moi j'étais assez critique, le coup de téléphone d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine, en fait, il a fait revenir Poutine dans les pourparlers, et là, vous avez non seulement un envoyé spécial, mais il faut savoir qui il est, cet envoyé spécial. C'est quand même quelqu'un qui a pesé énormément, qui était à la tête du corps des gardiens des révolutions, qui était à la tête du Parlement, qui a participé aux élections présidentielles. Candidat, il était candidat. Après, il a eu ses 6% ridicules, mais c'est quand même pas n'importe qui est allé négocier chez Poutine. Oui, et donc cet envoyé Ali Larijani, beaucoup de chaînes Telegram russes disent qu'il est en fait venu engueuler Poutine, dire finalement tu nous as lâchés. Et d'ailleurs pendant juste avant le bombardement de Fordo ou juste après, l'ambassadeur iranien en Russie a tweeté en russe. C'est pendant les moments très compliqués et tendus que l'on voit qui sont nos véritables amis. Tweet en russe. Donc on sent que les Iraniens sont très déçus du non-soutien. Étaient très déçus avant que M. Macron n'appelle Poutine. Oui, mais les Iraniens n'ont finalement pas reçu grand-chose de la part des Russes. S'ils ont reçu de la défense aérienne, les Iraniens disent maintenant notre défense aérienne est de nouveau en place, mais la défense aérienne qu'ils avaient, qui était en partie fournie par les Russes, n'a pas vraiment servi à grand-chose. Et là, la nouvelle défense aérienne est, d'après les sources publiques, d'origine iranienne et pas russe. Héloïse Fayet, certains experts, notamment des anciens généraux de l'armée de l'air, disent assez clairement qu'avec l'utilisation des bombardiers américains, les B-2, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de dégâts. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a forcément eu des dégâts matériels. Le directeur de la IEA le reconnaît lui-même. Les centrifugeuses sont des pièces techniques extrêmement sensibles, extrêmement fragiles aux vibrations, aux chocs. Cependant, la question n'est pas est-ce que l'Iran peut reconstruire le programme nucléaire tel qu'il existait avant les frappes, mais bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ce qu'il reste du programme actuel, et notamment la question des 400 kilos d'uranium enrichi à 60% qui avait été sorti de Fordo avant les frappes sur ce site stratégique et qui sont toujours dans la nature. Enfin, en tout cas, dont les services de renseignement américains et européens s'accordent à dire qu'ils en ont perdu la trace. Et comme le conseil lui-même Donald Trump aux Iraniens, est-ce que les Iraniens sont capables aujourd'hui d'aller rapidement vers un engin nucléaire explosif ? Alors, pas une arme telle que on a en France, évidemment. Les Iraniens ne sont pas capables de construire un M51 qu'ils tireraient depuis un sous-marin, étant donné qu'ils n'en ont pas, ni même un missile de croisière équipé d'une tête nucléaire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui ou dans quelques mois d'une façon entièrement clandestine avec la matière qu'ils ont conservée? En fait, c'est vraiment ça la question à laquelle il faut répondre et où tous les services de renseignement, mais aussi la communauté internationale via l'AIEA et via ces négociations, essayent de trouver. Merci beaucoup Héloïse Fayet d'avoir été en direct avec nous. Merci infiniment Sergueï Girnov. C'est vrai que la question que pose Héloïse Fayet est très juste. Ces 400 kilos d'uranium qui sont dans la nature, certains craignent même une fuite en avant, très clairement.
Vous savez, quand il y a des services de renseignement qui publiquement disent nous ne savons rien, etc., moi je rigole un tout petit peu quand même en ancien professionnel, parce que ça peut être aussi un tout petit peu l'opération médiatique pour endormir les Iraniens, pour leur faire savoir que, soi-disant, on ne sait rien. Mais en revanche, je serais moins optimiste par rapport à l'absence de la technologie iranienne, parce qu'ils ont leurs propres missiles balistiques qui sont très performants, parce que les Russes même en voulaient obtenir pour le front ukrainien. Donc ils ont des porteurs, les vecteurs de portée pour les futures armes nucléaires, les Iraniens possèdent, ils ont leur propre technologie, ça c'est la première chose. Et je vous rappelle quand même que notre camarade Dmitri Medvedev a rappelé qu'il y a un groupe de pays pourrait fournir à l'Iran les armes nucléaires toutes faites. Et donc ça a provoqué une colère de Trump qui a publiquement demandé les comptes à ce clown qui est quand même le numéro 2 du Conseil de sécurité en Russie, et qui a essayé de dire non, vous m'avez mal compris. Mais en fait, cette idée-là, elle circule depuis des années, parce que depuis des années, il y a eu quand même des fuites en disant que les Russes pourraient fournir les armes toutes faites nucléaires, peut-être pas stratégiques, mais tactiques aux Iraniens. Oui, n'oublions pas le rôle de la Corée du Nord aussi, tout le rôle fantôme de la Corée du Nord, que ce soit... La Corée du Nord, c'est un exportateur fantôme de missiles balistiques, il faut quand même le savoir, et c'est également un exportateur de savoir-faire nucléaire. Quand les Israéliens ont bombardé la centrale de Deir ez-Zor en Syrie en 2007, ils ont tué des ingénieurs nord-coréens qui étaient là on ne sait pas pourquoi. Donc il faut se méfier aussi de ces gens-là. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est à l'heure actuelle, même si les Iraniens arrivaient à fabriquer une arme, qu'est-ce qu'ils en feraient? Ils peuvent faire un essai nucléaire, enfin une démonstration. Attaquer l'Israël, hein. Bon, non mais c'est leur rêve, hein. Ouais, ils peuvent attaquer Israël. Dans la foulée, ils seront détruits. C'est le principe de base de la dissuasion. Donc dans la foulée, ils seront nucléarisés. C'est ça le problème. Ce sont les fanatiques, les ayatollahs. Les fanatiques, pas tant que ça en réalité. Mais peut-être qu'il pourrait tout simplement espérer que ce serait dissuasif par rapport aux Israéliens, et que ça permettrait d'éviter les frappes massives comme celles qu'on a connues. Ça ne peut que provoquer la campagne. Non, mais concrètement, ils font quoi? Ils font un test, disant, regardez, ils font l'exploser dans le désert, une arme, en disant, voilà, ça y est, nous l'avons, nous en avons d'autres. Concrètement, ils font savoir qu'ils l'ont. C'est pour ça que, moi, j'ai l'impression que cette crise iranienne, cette crise du nucléaire iranien, on n'en est pas sorti. Parce que, on n'a aucun moyen de vérifier si les frappes américaines ont vraiment été efficaces. Les services de renseignement américains avaient l'air assez pessimistes là-dessus. C'est un énorme pays, c'est 3 fois la France. En même temps, c'est d'ailleurs ce qui avait rendu furieux Trump, parce que ça laissait sous-entendre que malgré la réussite tactique de cette opération de bombardement, le dispositif n'était pas si abîmé que ça. Mettez-vous à la place des Iraniens. Cette bombe, ils la veulent plus que jamais. Là, ils ont quand même tremblé pendant quelques jours. Hein. Les Israéliens ont décapité l'ensemble de l'état-major. Enfin, ils l'ont mis hors d'état de nuire. Ils ont tapé les gardiens de la révolution. Le chef suprême a été obligé de se planquer dans son bunker pendant plusieurs jours. Ils disent, avec la bombe atomique, peut-être qu'on nous respecterait un peu plus. Alors, et nous, qu'est-ce qu'on a par rapport à ça? L'AIEA peut rien vérifier, parce qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. L'embargo, ça fait des années que l'Iran est sous embargo américain. Certes, le peuple iranien souffre, mais ça n'a pas fait tomber les mollahs. Donc, je ne vois pas pourquoi... Je vois pas, en quoi est-ce que l'inquiétude que représente pour cette région la menace iranienne militaire de l'Iran, je ne vois pas pourquoi cette menace aurait disparu. Ouais. Moi, franchement, excuse-moi, j'ai juste une petite idée, et je te passe la parole. C'est que je ne crois absolument pas en pourparler par rapport à l'Iran. Ça veut dire qu'en fait, les Israéliens et les Américains ont trouvé le moyen, et c'est dommage qu'ils se sont arrêtés. À mon avis, ils auraient dû bombarder encore 1 semaine ou 2 semaines, et comme ça, être sûr que le complexe militaire iranien était fini au moins pour 20 ans ou 30 ans, et après renégocier. Dès qu'il y aura quelque chose... Il fallait soit
continuer les pourparlers, soit bombarder comme il faut. C'est un peu comme les antibiotiques. Soit on les prend comme il faut. Soit si on les prend pas comme il faut, eh bien il y a une prolifération. Et le problème aujourd'hui, le problème aujourd'hui, et beaucoup de spécialistes le disent, et même Raphaël Grossi, pas dans l'entretien avec Darius Rochepin, mais dans un autre entretien avec Christiane Amanpour, a dit, les Iraniens m'ont dit qu'ils ont tous les ingrédients pour faire la bombe, ils n'ont juste pas mis ensemble. Et la raison, c'est que Et c'est ça qui prend du temps. Voilà. C'est l'assemblage aussi. L'assemblage, c'est du temps, mais aussi la volonté. Ils avaient la capacité de le faire, ils avaient la technologie, ils n'avaient juste pas pris la décision de le faire. Alors aujourd'hui, certes, je crois qu'il n'y a aucun doute que la capacité a été retardée, mais personne ne peut dire si elle a été détruite. Donc dans cette situation où ils peuvent le faire et où la volonté politique n'a que pu augmenter après ce bombardement, eh bien, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Et là, je suis d'accord avec Sergueï, les pourparlers, c'est pour parler de quoi ? Parce que la position iranienne n'a pas fondamentalement changé. Non, mais il y a un Rubicon qui a été franchi, c'est l'attaque israélienne. Donc maintenant, dès qu'il y aura le moindre indice de quoi que ce soit qui est... Et américaine. Oui, non, mais d'abord israélienne. Et s'il y a les Israéliens qui sont quand même les mieux informés sur ce qui se passe dans la région, ont le moindre indice que ce programme continue ou quoi que ce soit, vous aurez dans la foulée une nouvelle guerre qui commencera dans l'heure et qui continuera le temps que les Israéliens aient des certitudes sur la question. Donc maintenant c'est un pays qui est sur surveillance et qui peut être frappé à tout moment. C'est-à-dire que ça y est, ça a été fait une fois, ça le sera. Les Israéliens n'hésiteront pas une seconde avant de le refaire.